temps, parce que sinon je parle 2 heures, vous verrez que le nombre, et je le dis dans le livre, l'histoire est l'histoire des fluctuations du nombre des êtres humains. Ce n'est pas la thèse marxiste. La thèse marxiste, c'est l'histoire et l'histoire de la lutte de classe. C'est-à-dire qu'elle centralise la question de la répartition des richesses comme étant le moteur de l'histoire. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Je dis que la question du nombre inclut celle de la lutte pour la répartition de la richesse, mais ce qui est premier, c'est le nombre. Et ces fluctuations vont modifier la civilisation humaine. Dès lors, parce qu'il faut faire bref, je m'en vais examiner sinon quelle peut être l'explication magique de l'accélération de l'histoire humaine. Si vous reportez l'histoire humaine à une année, vous observez un phénomène incroyable. L'intuition vous suggère que les êtres humains apparaissant, ils accumulent, c'est vrai, progressivement des savoirs et des sciences, c'est vrai, et des techniques. Sauf que ça n'a absolument rien de linéaire. En supposant qu'un être humain, les êtres humains soient nés le 1er janvier, le soir même, il a inventé les premiers outils. Mais ensuite, vous devez atteindre début janvier, le soir même, il a inventé les premiers outils. Mais vous devez attendre fin octobre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Vous devez attendre octobre pour l'invention du feu. Puis vous devez attendre le 13 décembre pour les premiers rites funéraires. Le 28 décembre pour les peintures de la grotte de Lascaux. Le 30 décembre, l'invention de l'agriculture. Et le 31 décembre au matin, ça commence à s'accélérer d'une manière vertigineuse. À 4 heures du matin, on invente la roue. À 22h05, Christophe Colomb découvre l'Amérique. À 22h50, on invente la machine à vapeur. À 23h a lieu la Révolution française. À 23h46, on crée la première centrale nucléaire. Et à 23h58, Monseigneur, le téléphone smart. Qu'est-ce qui explique cette accélération ? Qu'est-ce qu'il explique ? Il faut bien trouver un facteur explicatif. Quelqu'un dit qu'il y a eu une modification génétique. Oui, c'est vrai. Mais les mêmes qui ont découvert ça disent, vous prenez un prix Nobel de sciences dures et vous le mettez au pôle Nord. Eh bien, vous savez quoi ? 1 heure après, il est mort. Parce qu'il n'a aucune idée de comment on survit dans un coin pareil. Si personne ne vient lui dire comment on survit, il ne survivra pas, aussi intelligent qu'il soit. Par conséquent, ce n'est pas son aptitude à être intelligent qui va l'adapter à son environnement. C'est bien le processus de culture cumulative. Les êtres humains sont des êtres d'apprentissage mutuel et ils accumulent du savoir. Le fait de parler peut être considéré comme le résultat d'une culture cumulative. En avons-nous la preuve ? Oui, par la preuve du contraire. Des sociétés dont le nombre s'est accru, un jour, pour des circonstances historiques particulières, a vu leur nombre décroître parce qu'ils étaient coupés des autres êtres humains et que par conséquent, les maladies, lorsqu'elles dévastaient, faisaient réduire le nombre des humains. Non seulement ils perdaient la pratique de certaines techniques, mais les prérequis de ces techniques. Autrement dit, il y a un rapport direct entre le savoir, la technique, le développement de la société et le nombre des êtres humains. Bien, on a posé ça dans un coin, on ne développe pas plus. Et on regarde notre temps. Comme vous pouvez le remarquer, je commence déjà à être antique. Et quand je suis né, il y avait 2,5 milliards de personnes. Si j'applique l'outil d'enquête que je viens de mettre en avant, je regarde combien il y en a aujourd'hui. 7 milliards. Ça a donc triplé pendant le cours de mon existence. Il a fallu 200 000 ans pour que le premier milliard d'êtres humains soit atteint. Et ensuite, même pas 100 ans pour qu'on arrive aux 3 premiers milliards. Et nous en sommes à 7 milliards. Et vous croyez qu'il ne s'est rien passé ? Il s'est passé plein de choses, mais vous ne les voyez pas. Pourquoi ? Parce que vous êtes dedans. Donc comme vous n'êtes pas extérieur, vous ne pouvez pas observer, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Et comme chaque génération est un peuple nouveau, elle reçoit le monde qui lui a été donné comme une évidence alors que c'est une nouveauté. Parmi ces nouveautés, j'ai cherché à en pointer. Vous allez voir, on arrive au peuple. Lesquels ? Alors je vais commencer par les choses les plus dures. L'urbanisation du monde. En 1950, 30% de la population mondiale vivait en ville. Autrement dit, 70% étaient des ruraux, des paysans, dans des petits bourgs, et ainsi de suite. Aujourd'hui,
60% de la population mondiale vit en ville et 85% dans les pays les plus développés. Sur les 12, mais attendez, quand je dis plus développés, les plus développés de population. Sur les 12 plus grandes villes du monde, 9 sont dans les pays du Sud. Quels sont ces êtres humains qui sont là? Dans des conditions inconnues de toutes les générations passées. Pourquoi? Toutes les générations, les individus ont dépendu les uns des autres. Mais là, ils ne dépendent pas les uns des autres, ils dépendent du système, pas des uns des autres. Je ne dépends pas de vous pour la cueillette ou la chasse. Ni vous de moi, heureusement pour vous, parce que sinon on ne mangerait pas souvent. Mais nous dépendons d'un système global. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'eau à Lima kilomètre 40 si vous n'en avez pas à Lima kilomètre 20. Parce que s'il n'y a pas de tuyau, il n'y a pas d'eau et vous n'aurez pas l'eau potable. Et ainsi de suite pour l'électricité et tout le reste. Autrement dit, la caractéristique de ces êtres humains, c'est que ce sont des êtres en réseau. Je l'ai appelé Homo urbanus parce que je n'ai pas trouvé le mot en latin de l'homme être humain, hein, pas l'homme genre masculin. Des hommes en réseau, des individus en réseau. Le fait de dépendre d'un réseau et d'une machinerie complexe touche tous les aspects de votre vie. Ceci aussi est absolument neuf. Vous naissez et vous mourrez dans des réseaux. Très peu de gens naissent à la maison, très peu de gens meurent à la maison. Je prends des exemples extrêmes. Cette population urbaine, elle a une autre caractéristique. Elle est massée au bord de l'eau. Et la limite de ce qui peut être pris à la Terre telle que nous la connaissons, la partie émergée, est en train d'être atteinte. Ce nombre augmentant, cette proximité, nous ne sommes pas proches de l'eau, nous sommes à la frontière de l'espace suivant que nous allons envahir, comme nous avons envahi tous les autres espaces disponibles de la planète. C'est-à-dire que le 70% de la surface de la planète est en train d'être envahi par les êtres humains, et vous ne le savez pas, vous ne vous en rendez pas compte, parce que ça a commencé à la sauvage. On commence par y mettre les ordures, les poubelles, des continents entiers de plastique qui sont là, on fait des trous un peu partout pour prendre du pétrole, on y coule tout ce qui gêne, et ainsi de suite. À la sauvage, à la libérale, à la barbare. Évidemment, le niveau de l'eau monte, à cause des prédations qui sont faites sur la nature. Et ça concerne 50% de la population mondiale, 75% pour certaines zones, de gens qui vivent à moins de 100 km de la mer. Ça vient le peuple, hein. Mais je finis cette explication, comme ça elle sera faite pour la suite. Le fait que l'eau monte et que ça provoque ce que vous imaginez, qu'est-ce que vous imaginez? Le plus rigolo. L'eau monte, ça détraque le climat. Ça ne met pas que les pieds dans l'eau de ceux qui s'y trouvent. Hein. Puis d'ailleurs, c'est pas pourquoi je dis rigolo, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout drôles. Quand l'eau aura monté d'un mètre 20, et elle va monter d'un mètre 20, il n'existe aucune possibilité qu'elle ne monte pas d'un mètre 20 d'ici à 2040 ou 50. Aucune possibilité. Ne croyez pas que l'eau ne montera pas. Elle a déjà commencé à monter plus vite en 10 ans qu'au cours des 3000 années précédentes. Que va-t-il se passer? Elle va monter, elle va monter, elle va monter, 1,20 m. Supposez que vous habitiez Bordeaux. Vous êtes à 50 km de la centrale nucléaire de Blaye. Quand il y a eu un creux de 7 mètres et un vent à 140 km, heureusement qu'un ingénieur s'est dit que ça allait mal tourner. Et il a coupé l'alimentation de la centrale et mis les barres qui bloquent la réaction nucléaire. En effet, les prises d'eau étaient en train d'être bouchées par les alluvions. La centrale est à 50 km. Alors ça va, un type qui nous a tiré d'affaire. Mais la prochaine fois, quand l'eau va monter, non, à 1,20 m, la centrale est noyée. Noyée, je n'ai pas la carte là, on a fait des petits dessins. Donc, le défi que représente pour l'humanité les conséquences de sa prédation et de son mode de production et d'échange, ça c'est très marxiste, très matérialiste, sur la société, la met au défi de trouver des solutions. Donc ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas de l'idéologie. Vous avez le choix, mes amis. Si l'eau monte, vous avez deux choses possibles à faire. Investir de l'argent dans les sociétés de déménagement, ça rapportera. Apprendre à nager, ça vous fait rire. Vous savez qu'il y a 2 villes en Inde
où on fait le tour dans les quartiers pour savoir qui sait nager et qui ne sait pas nager, parce qu'ils sont noyés tous les 3 mois. On en est là. Bon. Ou l'autre solution, c'est de se dire, bah, peut-être que tous ensemble, il va falloir trouver une solution qui nécessairement devra s'imposer à tous. S'imposer à tous, quelle horreur! C'est la loi. La racine, l'essence de la loi, c'est qui s'impose à tous parce que décidé par tous. Donc ce n'est pas vrai que dans ce cadre, la somme des intérêts particuliers, des fuites particulières, va donner le résultat de l'intérêt général. Ça c'est pour tout à l'heure, je viens au peuple. Le peuple, c'est cette entité qui vit en réseau, et plus seulement ceux qui sont dans l'entreprise comme acteurs de la révolution dont nous voulions qu'elle soit socialiste. Dans notre idée du passé, ce qui allait changer la société et renverser l'ordre des dominations, c'était le prolétariat des entreprises qui, se constituant en classe révolutionnaire, prenait le pouvoir, abolissait l'ancien système et libérait l'humanité tout entière. Ce scénario a sa logique et sa cohérence. Mais la situation se présente. Alors à l'époque, quand on le propose, c'est un archipel dans une société de paysans, je l'ai dit tout à l'heure, et de commerçants. Et quelle est la particularité de cet archipel, si on veut bien y réfléchir? C'est que c'est en réseau. Quand vous allez voir un coron, qu'est-ce que c'est si ce n'est pas un réseau? La preuve, c'est que ça a été construit par les patrons, hein, les corons. Pour ceux qui aiment bien jouer du violon sur les mœurs charmantes du passé, figurez-vous, c'est une entreprise de flicage généralisé, incroyable un coron, parce que personne n'est libre là-dedans. Tout le monde surveille tout le monde. Mais c'est un réseau. L'idée est une bascule. Quel est l'acteur de l'histoire? C'est cette masse humaine dont nous savons qu'elle habite Paris, Massy, Évry, parce que nous sommes des gens instruits, mais si vous les regardez du ciel, tout ça n'existe pas. Il y a une énorme conurbation, des millions de gens sont là, 13 millions, c'est la région parisienne, et ils vivent en réseau, des fois très court, on ne sort pas de chez soi, ou des fois c'est le RER, d'autres fois c'est le téléphone, et curieusement, plus on est proche, plus on communique. C'est pourquoi un des symptômes les plus évidents de l'activité populaire et révolutionnaire, c'est l'augmentation des connexions téléphoniques. N'allez pas croire que c'est le téléphone qui fait la révolution, parce que c'est arrivé que des gens le croient, hein, que le réseau crée le mouvement social. Non, c'est le mouvement social qui dispose d'un outil technique. C'est frappant à voir, mais l'étude a été faite, puisque maintenant, comme vous le savez, par la géolocalisation, on sait où sont les gens et ce qu'ils sont en train de faire. Donc, le peuple, c'est cette catégorie-là, qui dépend entièrement du système du collectif. Certains peuvent penser qu'ils n'en dépendent pas. Certains arrivent à s'arracher à ce collectif. Je me souviens, au Brésil, de camarades à São Paulo qui me disaient « Regarde-les passer ». On voyait des hélicoptères qui allaient d'une tour à l'autre. Et ils me disaient « Regarde, c'est les riches ». J'ai dit « Bon débarras », parce qu'il faut bien blaguer. Et le camarade me dit « C'est pas du tout une bonne nouvelle ». Pas du tout, parce que comme ils sont plus en bas dans leur bagnole à se taper les bouchons, ils n'en ont plus rien à faire, ni de l'état des routes, ni de l'état des transports en commun. Eux, ils ont leurs hélicoptères. Le peuple, c'est cet ensemble pris. Alors, quand vous le voyez, qu'est-ce que c'est? C'est le peuple, par exemple, vous mettez à la sortie d'un ascenseur, à Montparnasse, où là, vous devez bien avoir une tour horrible aussi, bon. Alors, les gens sortent, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils font? On ne sait pas. C'est la multitude. C'est ce que j'appelle la multitude. Des milliers de destins différents, des petits, des grands, des gros, des maigres, des riches, des moins riches, etc. Mais ils sortent tous du même ascenseur. Et ensuite, ils sortent de l'immeuble et ils vont dans la même rue. Peut-être pas pour monter dans la même voiture, ni pour se déplacer de la même manière. C'est la multitude, ces destins mélangés, bigarrés. Apparemment, ils n'ont rien de commun. Si, quand vous les avez à l'entreprise, vous direz qu'ils ont quelque chose en commun, c'est l'entreprise. Le lieu de l'exploitation et de la fabrication de la plus-value. Oui, oui, c'est vrai. Mais quand ils vont se mettre en mouvement, les choses ne se passent pas comme prévu dans l'ancien manuel. Ce n'est pas dans l'entreprise que ça démarre. Je vais donner un exemple brésilien, puisque je me fais un devoir de saluer au premier rang un personnage qui en connaît bien plus que moi sur le Brésil. Et c'est le moment où les camarades font des manifestations contre les stades de foot. Alors on dira, mais comment? Le Brésilien, vous savez ce que c'est, hein, le Brésilien? C'est génétique. Inné, il commence à taper dans une balle. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ils veulent pas de stade de foot. Qu'est-ce qui arrive à ces pauvres Brésiliens? On les reconnaît même plus. C'est comme les Arabes qui font des révolutions démocratiques. Bon. Alors le Brésilien, pareil, on ne le reconnaît pas. Il devrait être pour le foot. Et non. Voilà qui demande des choses incroyablement banales, quoi.
Ils disent, écoutez, vous ferez des stades de foot quand vous nous aurez d'abord donné des rues propres, quand vous nous aurez donné des écoles, quand vous nous aurez donné des transports en commun, qui nous rendent à notre vie les 2 ou 3 heures que vous nous volez tous les jours en nous obligeant à des temps de transport qui sont dans lesquels notre liberté, notre temps, notre vie, vous vous l'appropriez. Et nous, on est obligés de le faire. Bref, ils font ces manifs. Pourquoi je prends cet exemple? Parce qu'ils voulaient des services publics. Qui est là? Qui est là? Vous ne savez pas. C'est le peuple de la ville, tous les gens qui ont besoin de se déplacer. Mais alors, un journaliste dit à un camarade, pour le coup, du mouvement Sans Terre, il lui dit, mais pourquoi vous dites que ces manifestations sont de gauche alors qu'il ne se passe rien dans les entreprises? Et notre camarade, qui est un bon militant, il dit, ah si, dans les entreprises, il y a des pétitions. Ah, c'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est à votre avis, où sont les gens qui sont dans l'entreprise, sinon dans la rue? Et pourquoi, pour être efficaces, sont-ils plutôt dans la rue avec tous les autres que dans l'entreprise en train d'y faire la grève? Parce que le rapport de force ne leur permet pas, mais surtout parce que la vraie force, elle est là, dans le peuple. Lorsque le prolétariat, pour prendre des images du passé, se fait peuple, alors il devient puissant et hégémonique. Et lorsque le peuple, la multitude devient peuple, elle devient hégémonique, et à ce moment-là, elle est en capacité d'accomplir une fonction de base qui est inscrite dans le programme génétique des êtres humains, qui s'appelle la souveraineté. Voilà. Qu'est-ce que la souveraineté? Maurice Godelier, l'anthropologue, dit, contrairement à ce que l'intuition vous suggère, la première communauté politique, ce n'est pas la famille. La première communauté politique, c'est quand un groupe humain décide de s'imposer à lui-même des règles de contrôle de sa population et du territoire qu'elle occupe. C'est-à-dire, si tu viens avec nous, tu fais ceci et pas ça, tu fais ci et pas ça, ça t'as pas le droit, ça t'as le droit, ça t'as pas le droit. Ça s'appelle des règles, c'est des coutumes, et dans les sociétés démocratiques, ça s'appelle les lois, qui sont légitimes, non pas parce que c'est le plus costaud qui les impose avec un gros bâton, mais parce que comme on en a tous décidé, elle s'applique à tous. La souveraineté, qui est l'acte élémentaire de maîtrise de soi. Souveraineté et émancipation sont en quelque sorte les deux mêmes mots. Ils expriment deux aspects d'une même réalité. Je me domine, donc je m'émancipe. Parce que l'émancipation, ça veut dire sortir du mancipium, comme de latin, la main du père sur la tête de ses enfants. Quand tu es émancipé, cette main se retire et tu es libre de ta décision, ce que tu n'étais pas jusqu'à présent. Voilà. Donc le peuple, c'est cette entité-là. Est-ce que c'est une approche idéaliste de l'histoire, Monsieur Mélenchon, vous qui êtes un matérialiste? Parce que vous êtes en train de nous décrire une chose extrêmement métaphysique, une multitude qui se transforme en peuple à partir du moment où elle veut exercer sa souveraineté par des revendications communes. Là, j'ai pris l'exemple brésilien, des revendications communes. Là, c'était les transports. En Turquie, c'était sur un jardin public, etc., etc., etc. Non, je renvoie les matérialistes, les plus durs qui doivent se trouver dans cette salle, et ricaner sournoisement, en se disant c'est de l'idéalisme à l'état pur, l'idéalisme philosophique. Hein. Mais quand j'ai regardé comment Marx parle du prolétariat, au fond, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, vous en foutez de Marx. Vous. Moi, si. Il dit, dans les catégories marxistes, il y a le prolétariat en soi, c'est-à-dire les personnes qui sont en situation de prolétaire, parce qu'ils ont signé un contrat de travail, bon, et le prolétariat pour soi, c'est-à-dire les gens qui se disent « Ah non, mais moi, je suis un ouvrier, et à partir de maintenant, on va voir ce qu'on va voir, parce que c'est quand même nous les plus nombreux, c'est nous qui faisons tourner la boîte, c'est nous qui produisons de la richesse, et c'est vous qui vous gavez. » Bon. Ce passage de l'un à l'autre, c'est un processus de quoi? De conscience. De rien d'autre que de conscience. C'est donc bien la conscience qui est l'enjeu de l'histoire. Bon. Et il en vient à dire, Karl Marx, le prolétariat sera révolutionnaire ou il ne sera rien. Quelle horreur, c'est de la métaphysique, ça. Comment peut-il être rien alors qu'il est quelque chose? Il est bien à l'usine. Je le vois bien en train de travailler. Je le vois bien dans son bureau en train de faire des plans. Comment peut-il dire qu'il n'est rien? Il n'est rien parce que la conscience de soi n'y est pas. Voilà qui répond au mécanisme que j'essaye de décrire. Le peuple est cette multitude qui s'empare d'une question qui lui est commune pour essayer de la régler avec des méthodes communes et en sachant qu'il ne pourra rien faire d'autre, ni rien de mieux que de poser une règle commune, des moyens communs. Alors, pour caricaturer, je vais dire que le peuple, en tant que peuple, est spontanément collectiviste.
Si je voulais vraiment vous provoquer à mort, je dirais il est spontanément communiste, mais ça nous entraînerait dans des rivages qu'on ne contrôlerait plus au bout d'un moment, mais ça nous amènerait à l'idée des biens communs. Voilà, ça c'est pour la deuxième question. Merci. Pour prolonger, parce que la troisième question prolongera la deuxième, la vraie question quand même, pour rebondir, hein, c'est cette multitude veut-elle véritablement exercer la souveraineté, ou est-elle arrivée à ce stade de vouloir exercer la souveraineté? Autrement dit, certes, vous distinguez bien le prolétariat en soi et le prolétariat pour soi, mais est-ce qu'on en est à ce moment-là de l'histoire, et qui y contribue d'une certaine manière? Et une manière c'est-à-dire, est-ce que ça arrive spontanément, cette conscience de cette multitude qui se transforme en peuple, ou est-ce qu'il y a un travail politique au sens noble du terme? Et j'aimerais qu'on prolonge la discussion autour justement de la fin de l'ouvrage, la Sixième République. La Sixième République, vous y consacrez de nombreuses pages, et puis depuis, il y a eu des développements, donc on peut y revenir. Vous nous dites, justement, en reprenant Marx, le peuple sera constituant ou ne sera pas, d'une certaine manière. Et vous insistez sur diverses modalités pour l'avènement de cette Sixième République, notamment en vous inspirant d'exemples étrangers, et notamment des dernières révolutions. Vous parlez de l'importance des assemblées citoyennes, mais vous revenez aussi sur d'autres dispositifs plus surprenants, pourrait-on dire, et notamment les référendums. Alors certes, révocatoires, mais référendums tout de même, qui ne sont pas forcément sur le même plan, tant ils sont dans un autre mouvement, celui quand même de poser une question qui ne se pose pas forcément dans le quotidien, d'imposer une problématique au plus grand nombre, et qui a quand même tendance à être confondu avec d'autres régimes, je dirais surtout pas populistes, puisque vous aurez compris que ce terme, il est bon de le rejeter, mais qu'on a pu qualifier de césariste à certains moments. Donc la vraie question, c'est quelles sont, selon vous, les institutions, d'abord, que vous souhaiteriez voir dans cette Sixième République, et ça peut véritablement intéresser l'auditoire ici rassemblé, et surtout, comment pourrait-elle advenir? J'ai envie de dire concrètement, même si on en parlait en venant, et vous disiez que c'était une question de journaliste. Concrètement. Voilà, le concrètement. Comment advient une telle rupture? Et est-ce que vous pouvez y contribuer en participant au jeu politique de la Ve République? C'est-à-dire en vous prêtant au jeu politique de la Ve République, en fondant un nouveau parti, qui lui-même est pris dans le jeu politique de la République que vous rejetez ou que vous critiquez fortement. Est-ce que vous pouvez incarner finalement ce changement, y contribuer? Et puis peut-être question aussi un peu plus de provocation, est-ce que vous croyez aussi, vous, Jean-Luc Mélenchon, à l'homme providentiel? Bon. La manière avec laquelle l'histoire se déroule, c'est très important pour nous, pour une pensée théorique qui prépare l'action. J'ai dit tout à l'heure en commençant qu'il fallait bien discerner ces niveaux d'intervention. On a donc besoin de mode opératoire. Et ce qu'on doit d'abord, pour ceux qui se réclament de la tradition du matérialisme, hein, le matérialisme, ça ne veut pas dire l'amour des biens matériels, j'espère que tout le monde le sait dans cette salle. Hein. C'est partir des faits et de leur enchaînement par eux-mêmes. Il n'y a pas de transcendance et le réel est une autoconstruction. Vous-même, vous êtes une autoconstruction, vous n'êtes pas la même personne. Je vous garantis, je suis un bon témoin, tout au long de votre vie. Vous n'avez pas le même corps, vous n'avez pas le même contenu de la pensée, c'est tout juste, bon, comme c'est le même ensemble, bon, vous pouvez penser que c'est la même personne, mais la probabilité que ça le soit est assez faible. Mais rien ne vous étonne, hein. C'est pas croyable. C'est une idée formidable, non, de penser qu'on n'est pas la même personne toute la vie et que c'est pas sûr qu'on soit bien la même personne. Alors, le mouvement de l'histoire va répondre à des nécessités, c'est-à-dire des choses qui ne peuvent pas ne pas se faire. Le mot nécessité au sens philosophique. Vous ne pouvez pas ne pas boire. Voilà. Donc vous devez trouver de l'eau. S'il n'y avait plus d'eau dans le coin, j'aime mieux vous dire que ça serait rock'n'roll. Parce que vous seriez tous en train de vous demander comment vous allez faire pour en trouver. Supposez que vous n'ayez plus à manger, ça serait pareil. Il y a donc
des mises en mouvement qui vous conduisent à poser des actes. Si vous êtes tout seul, c'est une chose. Si vous êtes 10, c'en est encore une autre. Si vous êtes 200, c'est encore plus nombreux. Si vous avez que vos mains, c'est une chose. Si vous avez des armes, vous allez devenir beaucoup plus convaincant auprès d'un tas de gens. Et ainsi de suite. Donc j'essaye de décrire ce qui est une nécessité dans l'ordre du mouvement social. Vous êtes confronté à des problèmes que vous ne pouvez pas contourner. Point. Même si vous êtes feignant, vous ne voulez pas, ou comme vous faites tout ce qui est possible pour ne pas avoir à faire. Voilà. Léon Trotsky avait trouvé une très belle phrase, il disait « Les masses travaillent à l'économie, elles font ce qu'il y a de moins fatigant ». Bon, je m'en suis rappelé toute ma vie. Hein. Donc il ne faut pas voir des hirondelles quand aucun printemps n'arrive. Mais enfin, bon, ça fait du bien au cœur. Donc le mouvement de l'histoire, vous me dites, est-ce qu'on en est au point 2 ? Je n'en sais rien. Ce dont je suis certain, c'est que l'eau va monter. Et donc, vous devrez vous débrouiller. Vous devrez trouver une réponse. De la même manière, vous pourrez continuer à jeter un tiers de tout ce que vous fabriquez en matière alimentaire, mais je vous informe que la fiesta va bientôt terminer parce que la proportion des terres acidifiées augmente, parce que le nombre des êtres humains augmente, et non seulement il augmente, mais les gens vivent plus vieux. Donc ils mangent plus longtemps. Et donc il y a quelque chose que nous sommes en train d'atteindre, une limite que nous sommes en train d'atteindre. Et pendant ce temps, il se passe des choses que vous ne voyez pas parce que vous êtes dedans. Par exemple, vous avez tous compris que quand les êtres humains sont devenus assez nombreux, ils sont passés par la force des choses. La cueillette, ça va quand vous êtes 5 ou 6, ou 10, vous cueillez. Bon, vous déplacez, puis on cueille, etc. Mais à partir du moment où il y a eu une bonne année et les enfants ne sont pas morts, l'année d'après, on est plus nombreux. Alors cette fois-ci, il faut marcher encore plus longtemps pour cueillir, et ainsi de suite. Bon. Donc, au bout d'un moment, celui qui a trouvé, ou celle qui a trouvé l'agriculture, les autres ont fait pareil, et ceux qui n'ont pas fait pareil, ben, ils sont morts. Donc sont restés ceux qui savaient se débrouiller. Voilà comment, progressivement, ça donne les êtres généreux et aimables que vous êtes. Parce que ceux qui ont survécu, ce n'est pas ceux qui étaient grincheux et que personne ne supportait, qui parlaient à personne, qui obéissaient à rien, d'ailleurs on les foutait dehors, et ils mouraient. Restaient ceux qui avaient le sens de la solidarité, qui s'occupaient de leurs gosses, et même, pardon, non je ne le fais pas, si je le fais quand même. J'ai lu un magnifique livre qui s'appelle, bon je veux insulter personne, hein, ni blesser personne, mais il semblerait que ceux qui avaient la foi survivaient mieux que les autres parce qu'ils se sentaient responsables de leurs actes. C'est une hypothèse, très matérialiste. Dans la perturbation totale au premier rang. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire ? Il nous ramène Dieu comme un déterminant matérialiste de l'histoire. Bon. Donc c'est ça qui compte. Après, à quel moment se déclenche le passage de « il y a une situation, mais ça va durer comme ça » à « je le fais ». Qu'est-ce qui déclenche ? C'est là que l'histoire est probabiliste. Toutes les conditions s'accumulent, mais il ne se passe rien. Parce que l'histoire est probabiliste. Se produit ce que moi j'appelle l'événement fortuit. L'événement fortuit est un fait de l'histoire. Ce n'est pas de la métaphysique. Il se passe quelque chose, et justement, c'est ce quelque chose qui cristallise. Et toutes les belles personnes qui avant étaient persuadées que rien ne bougerait, que le monde étant ce qu'il est, la mondialisation, blablabla, bla, bla, tout ça ne bougera pas. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Comment les puissants peuvent-ils garder le pouvoir ? En convainquant tout le monde qu'on ne peut pas faire autrement. Donc en volant les mots et les outils de penser autrement. Et ils ont d'ailleurs presque... Ça, vous voyez bien ce qu'ils font à chaque fois. Chaque fois que vous dites bon, ben, on pourrait peut-être augmenter le SMIC, ça ne va pas, la mondialisation, allons, la mondialisation, ah, oh, la mondialisation. Bon. Les Chinois, les Indiens, avant c'était les Chinois et les Indiens, maintenant vous avez pour moins cher. Un Ukrainien, ça coûte 100 € en Ukrainien. Un Chinois, ça coûte 130. C'est excessif, euros par mois. Comment faire des grosses bagnoles allemandes à pas cher si on est obligé d'aller payer des Chinois à 130 € pour le faire ? Bon, nous avons nos Ukrainiens, ça